Bien, au nom de Marcel Cyril Cristal, je vais pouvoir vous saluer. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et merci d'avoir bravé les intempéries et le coronavirus pour nous retrouver toutes et tous ensemble ce soir dans notre salle communale. Depuis plusieurs semaines maintenant, avec les 17 femmes et les 17 hommes qui m'entourent, nous allons à la rencontre des habitantes et des habitants d'Avranches Saint-Martin-des-Champs. Nous allons à votre rencontre, non pas parce que ce serait un exercice imposé dans le cadre d'une campagne électorale, pas plus que pour cocher une case dans la liste des choses à faire pour être élu, encore moins pour ensuite venir dire sur les réseaux sociaux ou dans les journaux, vous voyez, on l'a fait. Non. Nous venons à votre rencontre parce que nous considérons que c'est tout simplement la seule manière de faire. C'est la seule manière de faire parce que être élu aujourd'hui, c'est ne pas avoir de certitude. Être élu aujourd'hui, c'est ne pas être persuadé de tout savoir. Être élu aujourd'hui, c'est trouver des solutions et pas imposer son opinion. Être élu aujourd'hui, c'est être à l'écoute. Et lorsque l'on est à l'écoute, on va naturellement à la rencontre des habitantes et des habitants. C'est ce que nous faisons toutes et tous, jour après jour, le matin comme le soir, en porte-à-porte, avec des réunions de quartier, avec des échanges individuels, depuis des semaines. Nous écoutons les habitantes et les habitants d'Avranches Saint-Martin-des-Champs. Et les habitantes et les habitants d'Avranches Saint-Martin-des-Champs nous disent qu'ils veulent du changement et du renouveau. Et le changement et le renouveau, c'est ce que nous venons vous proposer. Nous ne sommes pas une liste, nous portons un projet. Nous ne sommes pas l'addition mathématique d'individualité et d'ambition réunies le temps d'une élection. Nous sommes un collectif engagé pour sa ville et pour son territoire. Notre candidature, devant vous, n'est pas une alliance de circonstances. Elle est une démarche collective, patiemment mûrie depuis plusieurs mois. Et les hommes et les femmes qui se trouvent devant vous ce soir, n'imaginez pas, il y a un an encore, se trouvaient embarqués dans une pareille aventure. Ils forment pourtant aujourd'hui un collectif soudé et particulièrement engagé. Engagé, parce que les uns et les autres le sont dans l'ordre professionnel, associative, sociale, familiale, soudé, parce que nous avons pris le temps de bâtir notre démarche pas à pas. Il y a un adage que j'aime beaucoup qui dit « vite et bien ne sont pas nés le même jour ». Et là, ce sont des paroles d'une grande sagesse. Ce sont des paroles qui nous ont guidés dans la constitution de notre groupe. À quelques-uns et quelques-unes, au départ, nous avons d'abord délimité les frontières de ce que nous voulions faire. Le renouvellement. Parce que l'ancienneté n'est pas gage de qualité, et encore moins d'inventivité, particulièrement dans la vie politique. Le positif. Parce que la revanche, l'attaque, ne sont jamais fructueuses, particulièrement dans la vie locale. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit, nous sommes pour notre projet. On se le dise, on en soit bien persuadé. Et c'est bien pour cela que depuis le début de cette campagne, nous ne cédons pas à la provocation. Nous ne cédons à aucune provocation. Ni nos affiches arrachées plusieurs fois par jour, ni les colibés et les invectives pendant les 2 débats publics qui se sont tenus ici même, ni nos adversaires qui viennent jusque dans nos réunions de quartier porter leurs attaques. Le renouvellement, le positif et la conviction. Notre candidature est sans étiquette, ce qui ne signifie pas que nous sommes apolitiques, comme certains et certaines peuvent le dire. Être apolitique, c'est ne pas avoir d'opinion politique. Eh bien, nous avons des opinions politiques. Simplement, elles peuvent être différentes. Certains, dans notre groupe, ont des convictions de droite ou du centre-droit. D'autres ont des convictions de gauche, ou de centre-gauche. D'autres encore se rapprochent des mouvements écologistes. Nous avons des convictions variées, mais des convictions compatibles. Et surtout, nous savons ce que nous partageons. Le respect absolu des valeurs humanistes, le respect absolu de notre République et le refus des extrêmes. Je frémis lorsque j'entends des candidats qui disent ne pas avoir posé la question de l'appartenance ou de l'opinion politique à leurs colistiers et à leurs colistières. Craignent-ils leur réponse? Dans notre collectif, la réponse, nous la connaissons parce que la question, nous nous la sommes posée. Ces hommes et ces femmes de conviction, les voici. Je vais vous les présenter brièvement. Julien Aubry, 41 ans, il est cadre commercial, de centre-ville d'Avranches. Myriam Belloir,
61 ans, elle est retraitée des écoles publiques d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs. Patrick Béraud, 64 ans, il est géomètre, il est dirigeant associé d'une société, il habite le quartier Saint-Étienne, un des écarts d'Avranches, parce qu'Avranches n'est pas le centre-ville, c'est aussi de très joli quartier qu'on a parfois tendance à oublier. Isabelle Guillet, elle a 53 ans, elle est vendeuse en boulangerie et pâtisserie, elle habite Saint-Martin-des-Champs, et depuis plusieurs dizaines d'années, bien évidemment, toutes et tous, vous connaissez son sourire dans les différentes boulangeries et pâtisseries au sein desquelles elle a exercé. Marc Bourdon, 54 ans, il est technicien de maintenance en informatique, il est ceinture noire de judo, il habite rue du Grand Tertre, là aussi, un de ces quartiers avranchinais, un petit peu délaissé. Virginie Culelou, elle a 37 ans, elle est auxiliaire de vie à domicile, elle est aussi bénévole au comité des fêtes des quartiers avranchinais, elle habite rue de Dunkerque. Catherine Delahaye, elle est excusée, elle est malade, ce n'est pas le coronavirus, elle a 44 ans, elle est formatrice, elle habite à la Turfaudière. Éric Dorière, 63 ans, chef d'entreprise, il a longtemps quitté Saint-Martin-des-Champs, il habite aujourd'hui à Avranches, il a été élu pendant 2 mandats au conseil municipal d'Avranches. Florence Buteil, 48 ans, avocate, mère au foyer, très engagée dans la vie associative avranchinaise depuis de longues années. Miguel Ferreira, 40 ans, il est chef d'entreprise, il est aussi dirigeant de l'Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel. Claude Fontaine, il est derrière moi, 62 ans, Claude est menuisier, il est retraité des chantiers navals de Cherbourg, il est né à Saint-Martin-des-Champs, il est revenu il y a quelques années pour y passer une agréable retraite, une retraite un petit peu occupée depuis quelques semaines, et on l'espère pour les années à venir avec nous. Jocelyne Fontaine, elle porte le même nom, mais ce n'est pas la même famille. Jocelyne a 62 ans, elle est commerçante retraitée, elle a notamment exercé pendant très longues années sur les marchés du Sud-Branche, elle est bénévole au don du sang, et elle habite depuis 35 ans à Saint-Martin-des-Champs. Catherine Foyer, 62 ans, elle habite à la Métairie, et vous avez forcément à un moment ou à un autre croisé son sourire au guichet de la Poste d'Avranches où elle a exercé pendant de très longues années. Fabrice Julien, 47 ans, il est chargé d'affaires dans une agence de communication, il est membre de l'association des jardins familiaux, il habite dans le centre-ville, Madame Jeanne des Touches. Catherine Galopin, 43 ans, commerçante dans les 3 quartiers, un de ces pôles commerciaux de la ville d'Avranches, un petit peu délaissé. Julie Villas-Baranton, 44 ans, elle est mère de 4 enfants, elle est ingénieure en environnement, chef d'entreprise, elle préside l'école des travaux publics de Normandie. Elle siège au Conseil économique, social et environnemental régional de Normandie depuis 2013. Elle en est aujourd'hui la première vice-présidente. Régine Dittier-Brière, 56 ans, elle est secrétaire médicale, elle habite Le Beauté. Isabelle Ardon, 57 ans, elle est commerçante à Saint-Gervais, elle habite Saint-Martin-des-Champs depuis de très nombreuses années. Thibaut Ollier, l'un des plus jeunes, pas le plus jeune, mais l'un des plus jeunes, 28 ans, il est ouvrier d'une entreprise de carrosserie industrielle bien connue de la région. Il habite à Saint-Martin-des-Champs comme ses parents, une famille connue à Saint-Martin-des-Champs. Son père a notamment été pompier volontaire et membre du comité des fêtes. Et Emmanuelle Jamteau, 52 ans, elle est adjointe de direction dans un commerce de périphérie à Avranches, elle habite dans le centre-ville. Catherine Jolivet, 52 ans, elle est cadre de l'industrie pharmaceutique, elle travaille en lien direct avec les médecins, notamment les médecins de ville du Grand Ouest. Elle est aussi la présidente du Cercle des nageurs d'Avranches, le CNA, une très importante association sportive d'Avranches. Elle est l'une des 4 associations sportives avranchinaises à posséder une section anti-sport, une section sport adapté. C'est quelque chose de très important. L'inclusion, on en parle beaucoup. C'est bien d'en parler, c'est encore mieux quand on la pratique. Cathy Jolivet et les bénévoles du CNA la pratiquent au quotidien. Jean-Ludovic Leroy, un Saint-Martinais encore, de 13 dates, quelques années, c'est une famille connue à Avranches, il a 43 ans, il est directeur administratif et financier. Françoise Lauré, 55 ans, elle est hôtesse d'accueil touristique, elle travaille près du Mont-Saint-Michel, et ça tombe bien parce que le Mont-Saint-Michel est sa passion. Elle travaille beaucoup sur le Mont-Saint-Michel, sur la baie, notamment à travers de nombreux engagements associatifs. Elle habite chemin de la Boutonnière, là aussi un très joli quartier d'Avranches, à 2 pas du centre-ville, et pourtant quasiment à la campagne, avec une vue magnifique, un petit quartier un petit peu méconnu d'Avranches. Lionel Mazier,
À 49 ans, il est directeur commercial pour une enseigne de distribution de matériel électrique. Il travaille avec les professionnels. Il habite la vieille ville. Il a exercé un mandat de conseiller municipal à Marseille-les-Grèves. Il siégeait aussi à la communauté de communes de la branche Mont-Saint-Michel. Paul Tagan, il n'est pas ici, c'est le plus jeune, il a 19 ans, c'est aussi le plus grand, il fait presque 2 mètres. Il est excusé, il est étudiant. Et il ne suit pas ses études à Avranches, mais à Cherbourg. Donc pendant la semaine, il n'est pas là, on n'a pas voulu le faire revenir pour notre réunion. Il doit travailler, il doit réussir ses examens, c'est le plus important. Sandra à Paris, elle est excusée aussi, c'est pourquoi le coronavirus, c'est une angine. Sandra a 42 ans, elle est commissaire au compte, elle exerce en libéral. Fanny Panlou, 43 ans, après avoir travaillé dans la culture, dans le tourisme, dans l'immobilier, elle est aujourd'hui mère au foyer, elle est maman de 4 enfants, il y a donc un petit peu de travail. Elle est aussi membre du conseil d'école de Pierre Mendès France. Thomas Pruvot, 31 ans, formateur consultant en informatique. Il habite dans les 3 quartiers. Il a longtemps été bénévole au comité du Télécom de Grandville. Daniel Renaud, 66 ans, retraité des services techniques de la ville d'Avranches, ancien officier et sapeur-pompier volontaire, 35 ans d'engagement. Il est aujourd'hui bénévole au Don du Sang et à l'association Phaéton. Sylvie Renaud, 51 ans, elle est hôtesse d'accueil dans le monde sur place. Elle est aussi la présidente de l'association Les Routes de l'Espoir. C'est une association qu'elle a créée il y a quelques années pour venir en aide à son petit garçon qui avait besoin de soins onéreux pour lesquels il fallait recueillir de l'argent. Elle a mis en place des actions, une chaîne de solidarité qui s'est créée autour d'elle et de son petit garçon. Son petit garçon est aujourd'hui grand, il n'a plus besoin de ses soins. Comme elle est désireuse de rendre ce qu'elle a reçu, l'association existe toujours. Elle continue à organiser chaque année des foyers de Marc-Antoine pour recueillir de l'argent et des dons qui sont versés à des enfants qui en ont besoin. C'est une vraie pratique de la solidarité. Nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. Marcel Thierry, 63 ans, retraité, président de l'association des Éclabriers, président de la pétanque avranchinaise, l'une des autres associations avranchinaises à pratiquer le sport adapté et le handisport. Marcel Thierry est aussi conseiller municipal sortant de la commune nouvelle d'Avranches Saint-Martin-des-Champs. Il habite le quartier de Pont-Gilbert. Michel Vallée, 65 ans, il est retraité de l'artisanat et du commerce, il travaillait dans l'ameublement et la décoration, une maison avranchinaise bien connue située rue de Mortain. Il est aussi le président de l'association, l'ancien président de l'association Cadence Rock, qui organisait de très beaux galas de danse à Avranches. Il est aujourd'hui bénévole pour le collectif Il est encore temps sur Manche, il habite Saint-Martin-des-Champs. Jean-Paul Verdier, 69 ans, il est retraité de la banque, il habite Saint-Martin-des-Champs. Les plus anciens peuvent savoir qu'il est le fils de Victor Verdier, qui a fait plusieurs mandats de conseiller et d'adjoint à Avranches, et qui était aussi artisan coiffeur. Et enfin, je termine par Régis Pirol, 58 ans, qui a travaillé dans les assurances. Il habite la Métairie, il est ancien président du judo club d'Avranches, il est lui aussi ceinture noire de judo. Vous voyez qu'on est bien protégé et que personne ne viendra nous embêter. Votre serviteur, j'ai 45 ans, je suis marié, je suis l'heureux papa de 3 enfants, 2 garçons de 6 ans et 11 ans, une fille de 13 ans. Je suis né à Avranches, une famille avranchinaise, depuis plusieurs générations. Je suis juriste de formation. J'ai aussi suivi des études de journaliste et j'ai exercé ce beau métier pendant une dizaine d'années avant de revenir à Avranches. Je suis aujourd'hui conseiller départemental de la Manche, élu sur le canton d'Avranches avec Catherine Brunorine. Je siège à la commission des infrastructures routières et numériques et de l'environnement. Je m'y occupe des projets routiers et de l'assistance aux collectivités locales. Je siège aussi au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, des pompiers, et au conseil d'administration du service départemental de l'enfance, qui s'occupe de l'enfance en danger. Pardonnez-moi, cette présentation peut être un peu longue, on a essayé de la faire la plus brève possible, mais je crois qu'elle était nécessaire. Je le dis notamment parce que nos adversaires nous disent que nous ne sommes pas assez connus. On vous le répète, nous ne sommes pas assez connus. Eh bien moi je m'en félicite que nous ne soyons pas assez connus. Parce que nous sommes effectivement pour la plupart nouvelles et nouveaux dans la vie politique avranchinaise. Et nous le revendiquons. Parce que dans la vie politique, particulièrement dans la vie politique locale, ancienneté n'est certainement pas gage de qualité. Mais je leur dis aussi à nos adversaires qu'ils se trompent. Nous sommes connus.
Il est vrai que nous ne sommes pas des notables, que nous ne sommes pas des stars des réseaux sociaux, que nous ne faisons pas le buzz, et que nous ne cherchons pas à le faire. Mais nous sommes connus. Nous sommes connus dans notre quartier, nous sommes connus dans notre réseau associatif, nous sommes connus dans notre vie professionnelle. Bref, nous sommes des citoyennes et des citoyens au cœur de leur cité, rien de plus, rien de moins, et tant mieux, parce que c'est comme cela que doivent être gérées les affaires d'une commune. Depuis des mois, nous travaillons ensemble pour bâtir le projet que nous proposons aujourd'hui. Depuis des mois, nous travaillons ensemble et nous continuons à bien nous entendre. C'est important, il faut le dire, parce que nous ne sommes pas là simplement le temps d'une campagne. Nous venons solliciter votre confiance. Et si vous nous l'accordez, nous travaillerons ensemble pendant 6 ans. Et si l'équipe n'est pas soudée au départ, si la manière de faire n'est pas parfaitement établie au départ, arrive alors ce que l'on voit dans certaines équipes municipales, des dissensions, des oppositions, des absences, et au final, des élus qui quittent le navire, confiant leur amertume de constater que ce qui les avait réunis et motivés au départ s'est évanoui. Cela ne nous arrivera pas. Cela ne nous arrivera pas parce que notre méthode et notre projet, c'est ensemble que nous les avons établis, et c'est ensemble que nous les porterons pendant 6 ans, si vous nous faites confiance. Ce projet repose sur 6 piliers. Les associations et la jeunesse, la sécurité et la tranquillité, la proximité et le dialogue, les mobilités et l'accessibilité, l'attractivité et le bien vivre au quotidien, l'environnement et la préservation du futur. Nous n'allons pas détailler devant vous ce soir l'ensemble de nos propositions. Vous les avez reçues dans vos boîtes aux lettres. Vous avez pu les voir aussi pour celles et ceux qui utilisent les réseaux sociaux avec des vidéos tournées par quelques-uns et quelques-unes des membres du groupe. Le résultat est plutôt pas mal. Ça n'a pas été évident de le faire. C'est un exercice auquel nous étions ni les uns ni les autres habitués. Mais voilà, il a bien fallu se lancer. On y a passé un petit peu de temps. Il y a eu quelques moments de rigolade, mais au final, on arrive à présenter quelque chose de correct. C'est bien comme ça que ça doit se passer. Il faut essayer des choses nouvelles. C'est le propre de cette aventure que nous vivons tous ensemble depuis plusieurs semaines. Arriver à faire des choses nouvelles, arriver à sortir de notre zone de confort pour vous proposer quelque chose. Nous n'allons pas détailler devant vous ce soir l'ensemble de nos propositions, mais nous voudrions simplement, avant de vous céder la parole et de répondre à vos questions, parce que c'est bien l'objet principal de cette réunion, de continuer le dialogue que nous avons entamé depuis plusieurs semaines sur le terrain avec les habitantes et les habitants. Nous voudrions vous indiquer quelles seront nos premières mesures. Si vous nous faites confiance, le 15 mars, si vous nous faites confiance dimanche, les premières mesures que nous mettrions en application. Si les électeurs et les électrices nous font confiance, notre première mesure sera la nomination d'élus référents de quartier pour un dialogue de terrain constant avec les habitantes et les habitants dans le prolongement direct du dialogue que nous avons engagé au quotidien depuis plusieurs semaines. La proximité, ce n'est pas un simple outil de campagne électorale. La proximité doit être un instrument de gestion partagée de la cité avec ses habitantes et ses habitants tout au long du mandat. Et cette proximité, nous la mènerons avec les 35 élus du conseil municipal. Les 35 élus, c'est-à-dire celles et ceux de la majorité, comme celles et ceux de la minorité. Et je dis bien minorité et pas opposition. Car il y a le temps de la campagne, il y a le temps du mandat. Nous voulons une gestion apaisée de la collectivité. Personne ne veut revivre des séances de règlement de compte et de pugilat auxquelles on a pu assister depuis 6 ans à l'occasion des réunions du conseil municipal. Notre première mesure sera donc de tendre la main à l'ensemble des élus, parce que c'est comme cela que les habitantes et les habitants nous disent qu'ils veulent que soit gérée leur commune. Si les électeurs et les électrices nous font confiance, nous mettons aussi immédiatement en œuvre des permanences régulières de l'ensemble des élus, à Avranches et au sein de la mairie de proximité de Saint-Martin-des-Champs. Pas simplement des permanences du maire et des adjoints, mais de l'ensemble des élus. C'est une mesure simple et de bon sens, le prolongement de ce que nous faisons depuis plusieurs semaines. Parce que c'est bien avec un contact direct que nous pouvons faire vivre la proximité.
Parce que la proximité, c'est le terrain, ce ne sont pas les réseaux sociaux sur Internet, parce que nous habitons dans une ville qui n'est pas si grande que ça, et qu'à condition de se donner un petit peu de mal, on doit pouvoir arriver pendant 6 ans à maintenir le dialogue avec nos concitoyennes et nos concitoyens. Les élus ne sont pas au-dessus, les élus sont au milieu. Avec ces élus référents de quartier, à travers ces permanences régulières, nous mettons en œuvre, dès le vote du premier exercice budgétaire, des budgets participatifs, par quartier, en concertation avec les services techniques et avec les élus référents de quartier pour l'amélioration du quotidien. Alors n'attendez pas, nous, que nous rentrions comme nos concurrents dans la course à la paternité de cette mesure, dans le concours de celui qui promettra le plus d'argent. L'élection municipale, ce n'est pas la course à l'échalote, ce sont des propositions concrètes. Et concrètement, nous considérons que proposer une somme n'a pas de sens si on ne propose pas avant une méthode. Notre méthode, c'est celle du dialogue, de proximité et de la concertation avec les habitantes et les habitants. Il faut savoir être modeste, la modestie n'empêche pas l'ambition. Nous voulons mettre en place un dialogue budgétaire avec les habitants, ça se fait dans des communes plus petites qu'avant, ça se fait dans des communes plus importantes, il n'y a aucune raison que nous n'arrivions pas à le faire, à condition d'appliquer la bonne méthode. Et promettre 200 000, 300 000, 500 000 euros n'a aucun sens si on n'explique pas comment on veut faire. Eh bien, nous disons qu'avec les élus référents de quartier, qu'avec les services techniques qui connaissent le territoire, nous allons entamer un dialogue avec la population. On sait très bien que ça ne marchera pas dans tous les quartiers, on sait très bien que ça ne marchera pas immédiatement, et si on n'essaye pas, on n'y arrivera jamais. Et notre ambition, c'est qu'au bout de 6 ans, ce dialogue soit entamé, que l'on puisse, au fil du temps, passer à une étape supérieure. Si vous nous faites confiance, nous mettons aussi en œuvre une police municipale présente plus souvent sur le terrain et à des horaires élargis, pour plus de prévention, plus de dialogue et plus de sécurité au quotidien. À Branche, ni Chicago, ni les quartiers nord de Marseille. La délinquance y évolue peu depuis de nombreuses années. Il n'empêche que le sentiment d'insécurité, lui, se développe. Alors le sentiment d'insécurité, c'est quelque chose d'un peu subjectif, mais tout ce qui est subjectif prend toujours corps sur quelque chose de beaucoup plus objectif. Et le sentiment d'insécurité, à Avranches, prend corps sur des actes d'incivilité qui se développent dans certains quartiers, sur un moindre entretien de la voie publique, sur des dégradations qui ne sont pas réparées. Il faut prendre les mesures immédiates pour éviter que ce qui est relativement bénin aujourd'hui ne prenne des proportions très importantes et que l'on arrive à une insécurité réelle. Ce n'est pas un chiffon rouge que j'agite pour faire peur, nous sommes des gens raisonnables, il n'y a pas d'insécurité à un niveau très élevé à Avranches, il y a un sentiment d'insécurité, et pour rassurer les habitantes et les habitants, eh bien nous proposons une mesure extrêmement simple, pas de mettre des caméras à tous les points d'eau, ni de mettre des policiers armés avec des chiens d'attaque, simplement de remettre un petit peu plus de policiers municipaux et de policières municipales sur le terrain, et surtout à des horaires élargis, c'est-à-dire le soir notamment. Parce que l'on sait que si la police peut passer à tel endroit, on sera rassuré. Si on a envie de commettre des actes d'incivilité et des actes délictueux, si on sait que la police peut passer, on le fera moins facilement. Il faut aussi renforcer le dialogue avec la gendarmerie nationale et faire en sorte que quand on appelle la gendarmerie, s'ils ne sont pas sur place, et on sait que la nuit c'est plus compliqué, que jusqu'à une certaine heure raisonnable, on n'aura pas la police municipale jusqu'à 2 h du matin, et qu'ils puissent se déplacer, parce que l'on sait que lorsqu'il y a des situations un petit peu tendues, lorsque l'on voit un uniforme arriver, généralement, les choses se calment. Et pour que cette police soit efficace, nous proposons, comme nous avons déjà commencé à le faire, aux communes voisines de s'y associer, de mutualiser. Parce que si on mutualise les services, on mutualise la dépense, et on pourra faire encore plus que l'on pourrait le faire seul. Nous mettons aussi en œuvre une brigade de la tranquillité publique. Une brigade de la tranquillité publique, c'est une unité d'intervention rapide au sein des services techniques pour la réparation efficace des incivilités, l'entretien des espaces publics et la lutte contre les dépôts sauvages d'ordures. Il n'est pas acceptable dans une ville comme Avranches d'attendre pendant des mois et des mois et des mois que soit réparé un lit de poule, que soit réparé un trou sur un trottoir, que soit réparé une poubelle qui a été arrachée, que des dépôts d'ordures restent pendant des jours et des jours. On sait que c'est compliqué. Alors, en ce moment, c'est vrai que les choses vont très vite. Il
faut y voir un rapport avec la proximité des élections municipales. Certains qui ont l'esprit mal tourné me disent c'est dommage qu'il n'y ait pas une élection tous les 6 mois, la ville serait parfaitement gérée. Mais bon, que voulez-vous? C'est tous les 6 ans, et ici, comme ailleurs, on sait très bien qu'une fois l'élection passée, les choses reprennent leur cours. Peut-être ferions-nous la même chose si vous me faites confiance, et bien en tout cas, on essaiera de faire le contraire en mettant en place immédiatement les mesures pour que la voirie soit correctement entretenue, que les petites incivilités, que les petites dégradations soient immédiatement réparées, parce que l'on sait aussi que lorsqu'une dégradation est commise, si rien n'est fait, le lendemain il y en aura une autre, et le surlendemain il y en aura encore une autre. S'il y a des interventions immédiates, les choses sont beaucoup plus compliquées, et si parallèlement il y a une présence renforcée de la police municipale, nous sommes persuadés que les choses seront beaucoup plus faciles et beaucoup plus agréables à vivre. Sur un autre sujet, mais là aussi nous aurons une action immédiate, parce que plus tôt nous commencerons et plus vite les choses seront faites, nous mettrons en place un plan annuel de rénovation énergétique de l'ensemble du patrimoine municipal et d'entretien des bâtiments publics, avec la sanctuarisation dès le vote du budget d'une enveloppe annuelle. Alors c'est un sujet un petit peu technique, mais nous parlons ici de protection de l'environnement. Et nous sommes toutes et tous persuadés que la collectivité, avant de donner des leçons, de mettre en place des actions de communication inclusive, doit commencer par agir à son juste niveau. Son juste niveau, c'est l'entretien de ces bâtiments. Ce que nous voulons mettre en place, c'est ce que l'on appelle en droit civil une gestion en bon père de famille. C'est une expression que j'aime beaucoup, qui peut parfaitement dire ce qu'elle veut dire. Gérer en bon père de famille dans la vie privée, eh bien, mon Dieu, c'est avant d'installer une piscine dans le jardin, c'est de mettre du double vitrage, de faire l'isolation de la toiture et de changer la chaudière. Eh bien, c'est ce que nous voulons faire pour la ville d'Avranches. La ville d'Avranches possède un patrimoine bâti, technique, historique important. Commençons, avant d'aller donner des leçons aux uns aux autres, par agir à notre juste niveau, engageons un plan de rénovation énergétique du bâti municipal. Les choses seront assez simples. La ville d'Avranches a bénéficié en 2016 ou en 2017 de subventions importantes, quelques dizaines de milliers d'euros de l'État à travers l'ADEME, l'Agence de développement et maîtrise de l'énergie, pour établir un audit des bâtiments municipaux. Audit à partir duquel un schéma directeur immobilier a été créé, schéma directeur immobilier dont il n'a été tiré aucune conséquence. Eh bien, nous allons franchir le pas, nous allons déterminer chaque année une enveloppe entre 100 et 200 000 ou 300 000 euros. Je ne vais pas vous donner une somme précise, je ne connais pas encore l'état exact des finances de la ville d'Avranches, je ne veux pas une promesse de campagne qui serait irréaliste, qui ne serait pas tenable, je vous dis simplement qu'il y aura une enveloppe conséquente et adaptée à la nature et à l'étendue des travaux à réaliser. De la même manière, nous mettrons en œuvre un plan pluriannuel de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, avec là aussi la sanctuarisation et le vol du budget d'une enveloppe annuelle. Nous avons passé depuis des semaines énormément de temps à les sonner chez les habitantes et les habitants, et dans tous les quartiers, les gens disent « refaites les trottoirs, refaites les trottoirs, on ne peut pas se déplacer, il y a des trous à tel endroit, là ce n'est pas assez large, on manque de tombées. On ne peut pas passer avec une poussette, on ne peut pas passer avec un déambulateur. Refaites les trottoirs. Ce n'est pas uniquement la faute de la municipalité actuelle, mais on sait que depuis des années, la voirie a été mal entretenue. On sait très bien que lorsqu'on n'entretient pas, c'est pareil chez nous, si on n'entretient pas, il y a un moment où les choses se cassent, c'est plus d'entretien simplement d'être la réparation qu'il faut faire. Plus tôt nous commençons à faire cela, plus tôt les choses seront faites. On ne fait peut-être pas la lune des journaux en proposant de refaire les trottoirs, mais croyez-moi, on rend service au quotidien aux habitants et aux habitants. En tout cas, c'est ce que l'on nous répète depuis des semaines et des semaines. Si vous nous faites confiance, une première mesure, parmi nos premières mesures, il y aura aussi la réunion ou la convocation d'assises des associations pour préparer la mise en place d'une maison des associations, un guichet unique, une structure de concertation, de développement et de mutualisation. C'est un équipement qui a été promis par toutes les municipalités successives depuis plusieurs années, à chaque campagne électorale, et qui n'a jamais été mis en place. Et de nouveau, des gens, certains viennent en reparler à l'occasion de cette élection. Nous, on considère que c'est important. Sinon, on l'aurait pas mis dans notre programme, et ce n'est pas simplement pour faire joli et pour parler des associations. On considère que la vie associative à Avranches est extrêmement importante. S'il n'y avait pas cet engagement bénévole, dans une petite ville comme la nôtre, où
où la collectivité publique ne peut pas tout, il se passerait beaucoup moins de choses, que ce soit en matière culturelle, sportive, pour les associations de solidarité, pour les associations de loisirs. La collectivité est là pour aider les associations, pas pour se leur dire de ce que les associations font. Il ne faut pas retourner les choses. Ce sont bien les associations qui créent les services et les loisirs, la collectivité vient les aider. Encore faut-il qu'elles les aident convenablement. Nous considérons que la mise en place d'une maison des associations, qui ne serait pas forcément un bâtiment, mais un service dédié aux associations, pour leur rendre la vie plus simple, tout simplement, serait extrêmement utile au quotidien pour les habitants et les habitants de la branche. Nous entamons aussi, très rapidement, une concertation avec les communes voisines pour la mise en place d'un service de transport en commun ouvert à toutes et à tous et étendu aux communes voisines. C'est une proposition forte, c'est une proposition ambitieuse, nous le savons, nous avons travaillé dessus, nous en avons longuement discuté, nous nous sommes demandé s'il était raisonnable de le proposer, parce que nous savons que ce ne sera pas simple à mettre en place. Nous n'allons pas promettre la lune, les promesses électoralistes n'ont aucun intérêt, sinon on prend des engagements devant nous, c'est pour les tenir, mais nous avons acquis la conviction, au fil des semaines passées à discuter avec les uns avec les autres, que c'est un besoin réel à Avranches. Pas forcément pour le centre-ville, mais pour les quartiers périphériques, pour les quartiers excentrés, c'est un besoin réel. Tout le monde nous en a parlé. Les plus âgés comme les plus jeunes. Les anciens qui ont du mal à se déplacer, comme les familles avec des enfants qui aujourd'hui ont plus une voiture par couple. Quand madame est partie travailler, si monsieur garde des enfants, il y a du mal à se déplacer. Un service de transport en commun ou de transport non individuel à Avranches, c'est une nécessité. On sait très bien que ce sera compliqué. On sait très bien que ce sera compliqué. On a commencé à regarder ce qui se fait dans des villes de taille équivalente, et notamment pas très loin de chez nous, à Grandville, et on sait que ça peut fonctionner. C'est un choix politique fort. Si on fait ce système de bus, d'autres choses ne seront pas faites. Mais être élu, c'est aussi choisir dans le sens de l'intérêt général et pas forcément dans le sens de la facilité. Nous avons la condition que ce service de bus sur l'agglomération avranchinaise, sur la couronne avranchinaise, serait extrêmement utile. Nous avons commencé à en parler avec les candidats, les candidates et avec les élus et les communes voisines. Bien évidemment, il faudra le partager avec eux. Il existe déjà quelque chose. La municipalité actuelle a mis en place un système de bus. Quelques jours par semaine est réservé aux personnes de plus de 65 ans. C'est un bon début. Il faut aller plus loin. Vous voyez bien, nous ne sommes pas si méchants que cela. Nous sommes capables de reconnaître que des choses ont été bien faites. Et ces choses qui ont été correctement faites, nous allons tenter de les améliorer avec de l'ambition. Encore une fois, ce service de bus, nous avons l'ambition de le mettre en place dans les 6 ans du mandat. Et nous savons que nous rendons service au quotidien aux habitantes et aux habitants. Une dernière mesure immédiate sera aussi l'ouverture d'un dialogue constructif et apaisé avec la communauté d'agglomération pour remettre sur le dessus de la pile le dossier de la salle de spectacle et de séminaire dont Avranches a tant besoin que nous attendons depuis des années. Sur ce sujet, on ne va pas non plus promettre la lune. On sait très bien que ça n'arrivera pas, ni dans 6 mois, ni même dans 2 ans, ni dans 3 ans, parce que c'est un dossier compliqué, extrêmement onéreux, qu'Avranches ne portera pas seul. C'est un dossier qui devrait être porté par la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération, c'est un échelon complexe, dont les finances ne sont pas au mieux. On sait très bien que la capacité d'investissement, pour différentes raisons, la capacité d'investissement de la communauté d'agglomération ne permettra pas dans l'immédiat de créer cette salle de spectacle et de séminaire dont nous avons tant besoin. Mais là encore, si on ne fait pas les choses, si on n'entame pas le dialogue, on ne le fera jamais. J'en profite au passage pour regretter que ce dossier ait été mis de côté il y a quelques années. Il existait un projet de salle de spectacle et de séminaire à Avranches. Il existait un projet qui était certes critiquable. Et je suis le premier à le dire. Je pense qu'il n'était pas placé au bon endroit. Je pense qu'il n'avait pas pris la mesure du problème des places de parking autour de cet équipement. Je pense que l'enveloppe budgétaire qui avait été initialement arrêtée aurait certainement explosé. Ce projet n'était pas idéal, il était critiquable, mais il avait le mérite d'exister. C'est surtout malheureusement que l'élu en charge de ce projet, qui était alors président de la communauté de communes à l'époque, s'est acharné sur ce projet. En face de lui, l'élu qui était maire d'Avranches à l'époque s'est acharné contre ce projet. Je ne sais pas si l'un ou l'autre avait raison, si les deux avaient tort, si les deux avaient raison, il n'empêche que par acharnement, et disons les choses par opposition personnelle, le dialogue n'a pas été possible et que le projet a capoté. Je ne
ne dis pas encore une fois que le projet était bien, je ne dis pas que l'un ou l'autre avait tort, je regrette simplement que par une opposition de personnes, Avranches et le Sud-Manche se trouvent aujourd'hui privés d'un équipement qui nous fait cruellement défaut. C'est aussi une manière de faire différente que nous revendiquons. Il y a le temps de l'élection, il y a le temps du mandat. Une fois l'élection passée, il faut être capable de se parler et de travailler dans le sens de l'intérêt général et de ne pas mener des guerres de revanche ou de conquête personnelle. Ça n'a aucun sens et ça dessert le territoire, ses habitants et ses habitants. Ces actions immédiates, comme les suivantes, nous les mènerons bien évidemment dans les limites que nous imposera l'état des finances de la ville, à propos desquelles nous mènerons bien évidemment un audit approfondi sur pièces, et notamment celle dont on ne peut pas obtenir communication aujourd'hui afin de connaître la réalité des comptes de la collectivité. Ces actions, nous les mènerons surtout dans le respect d'une double limite que nous nous imposons. Pas d'augmentation des impôts fonciers, et une meilleure considération du personnel municipal, qui ne doit en aucun cas constituer une variable d'ajustement dans les dépenses de la collectivité, ni se résumer à une simple ligne budgétaire. Les agents de la collectivité sont la vitrine du service public, il faut les ménager, et ne pas pressurer pour présenter un budget qui serait mieux équilibré. Je voudrais maintenant vous dire un dernier mot sur la gouvernance. Il est trop tôt pour indiquer si un tel ou une telle sera ou non adjoint ou adjointe. Ce n'est pas l'essentiel, même si on peut vous indiquer qu'au-delà des adjointes et des adjoints, nous continuerons à privilégier le collectif, avec des conseillers municipaux et des conseillères municipales délégués de la majorité ou de la minorité, sur des sujets variés mais très concrets. Je voudrais en revanche dire un mot sur les rapports que nous entretiendrons avec la communauté d'agglomération, et sur la manière dont nous envisageons de travailler avec les habitants et les habitants de Saint-Martin-des-Champs. Pour la communauté d'agglomération, nos engagements sont fermes. Ils ont été pris publiquement dès l'annonce de la candidature de notre collectif. Et ils n'ont pas varié au cours de la campagne. Je ne serai pas candidat à la présidence de la communauté d'agglomération dans Saint-Michel-Normandie si je suis élu maire d'Avranches. Je ne serai pas candidat à la présidence de la communauté d'agglomération dans Saint-Michel-Normandie si je suis élu maire d'Avranches. Je le dis deux fois, parce que quand je le dis une fois, généralement on dit « mon œil, on nous a fait le coup en 2014 et les promesses n'ont pas été tenues ». Eh bien, je le redis une troisième fois, je ne serai pas candidat à la présidence de la communauté d'agglomération dans Saint-Michel-Normandie si je suis élu maire d'Avranches. Ce n'est pas un engagement à géométrie variable, ce n'est pas un argument de fin de campagne, c'est une condition. Et c'est une condition que nous partageons toutes et tous au sein de notre groupe. Maire d'Avranches et président de la communauté d'agglomération dans Saint-Michel-Normandie, ce sont deux mandats importants qu'il convient de gérer de manière indépendante et en lui accordant un temps raisonnable. Je précède les questions et les observations qu'on n'a pas manqué de m'adresser. Je mènerai l'Avranches à son terme, d'ici quelques mois, en engagement de conseiller départemental. Il s'agit d'un mandat non exécutif et sans comparaison possible avec un mandat de président de communauté d'agglomération. Il s'agit aussi d'un mandat qui me place au contact direct des maires et des collectivités du territoire. Il faut enfin rappeler que le conseil départemental de la Manche est un partenaire très important des communes et des communautés de communes, auxquelles il apporte des cofinancements conséquents. En tout état de cause, je vous le dis honnêtement, je ne briguerai pas le mandat de président de la communauté d'agglomération en Saint-Michel-Normandie. Je mènerai à long terme mon mandat de conseiller départemental, les choses sont dites, il n'y aura pas de surprise. Bien évidemment, Avranches devra malgré tout tenir toute sa place au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Michel-Normandie. Les représentants de la ville d'Avranches ont donc bien évidemment vocation à y exercer une ou plusieurs vice-présidences. Et cela aussi, nous l'avons dit depuis longtemps, la première candidature de notre groupe à une vice-présidence ne sera pas portée par le maire, sera portée par un autre membre du groupe, une femme. Je l'ai présentée, nous l'avons présentée à la presse cette semaine. Il s'agit de Julie Gasse-Barenton. Qui c'est Julie possède une connaissance approfondie des questions d'aménagement du territoire, de formation professionnelle et d'environnement, ainsi qu'une pratique de la concertation citoyenne.
Elle a en effet animé l'an dernier les travaux du Césaire Normandie, du Conseil économique, social et environnemental régional, les travaux relatifs au grand débat, auditionnant, rencontrant plus de 2000 personnes. Elle possède une vision transversale des choses, elle connaît le fonctionnement de la communauté d'agglomération, c'est pour cela que nous l'avons choisie. Parce que nous, dans notre groupe, nous plaçons les compétences au-dessus de l'ambition et la responsabilité au-delà des promesses électoralistes. Parlons de Saint-Martin-des-Champs maintenant. Avranches et Saint-Martin ne font aujourd'hui plus qu'une. Administrativement, car les particularités, les singularités, pas les différences, mais les oppositions, les particularités, les singularités restent nombreuses. Cette fusion n'a pas été partagée avec la population. Il ne sert aujourd'hui à rien de le regretter, mais il faut prendre le temps de rétablir les choses. Et pas simplement en mettant l'accent sur telle ou telle prestation sociale dont les Saint-Martinaises et les Saint-Martinais devraient être heureux de profiter. C'est bien un destin commun qu'il faut inventer, c'est bien un vivre ensemble qu'il faut mettre en place. Nous maintiendrons donc, comme le prévoit la charte de la commune nouvelle signée par les élus en 2018, nous la respecterons. Nous maintiendrons donc un conseil communal composé des élus saint-martinaises et saint-martinais, de la majorité et de la minorité, et nous le réunirons régulièrement. Ce conseil communal, là aussi nous avançons de manière honnête et claire, sera mené par un binôme, Jocelyne Fontaine et Jean-Ludovic Leroy. Peut-être quand il fait ça. Jocelyne Fontaine a 62 ans, elle est commerçante de traité, elle est installée depuis plusieurs dizaines d'années à Saint-Martin-des-Champs, elle connaît parfaitement la commune et ses habitants et ses habitantes. Son sens de l'écoute et du contact permettra d'animer avec bienveillance un dialogue de proximité avec toutes et tous. Un dialogue bienveillant de proximité, c'est je crois ce qui fait défaut aujourd'hui à Saint-Martin-des-Champs. Jean-Ludovic Leroy a 43 ans, il est papa de 2 enfants, il est directeur administratif et financier, il fait partie de ces Saint-Martinais installés plus récemment sur la commune. C'est un homme de dossier, il est sérieux, il est pondéré, et il exercera par ailleurs les fonctions d'adjoint aux finances de la commune nouvelle. C'est pas qu'on a voulu faire plaisir, c'est qu'on a la chance d'avoir un homme de chiffre parmi nous qui s'est plongé avec délectation dans les comptes administratifs, dans les budgets prévisionnels d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs. On l'a laissé faire, il nous a appris beaucoup de choses, il nous sera très utile à Avranches et à Saint-Martin-des-Champs pendant les 6 prochaines années, si vous nous faites confiance. Pour la suite, nous considérons que le rapprochement avec d'autres communes est une bonne chose. La loi le permet, l'État nous y pousse, le bon sens nous y entraîne. Avranches et Saint-Martin doivent se tourner vers les autres communes environnantes, les communes voisines. C'est d'ailleurs ce que les habitantes et les habitants nous disent depuis plusieurs semaines que nous allons à leur rencontre. Mais attention, serait-il illusoire de croire que les limites ne sont qu'administratives entre communes voisines. Il serait irrespectueux de considérer que les réticences des uns et des autres ne sont que le reflet de positions passéistes. Les fusions réussies sont celles qui sont bâties sur des projets et avec la population, pas celles qui sont fabriquées par les élus pour de strictes considérations financières. C'est à travers des services visibles que les fusions deviennent concrètes. Je prends l'exemple de la constitution des premières communautés de communes dans les années 90. Le législateur à l'époque avait été très sage, il avait bien compris qu'agglomérer entre elles des communes qui depuis des dizaines d'années se battaient au foot ou lors de la kermesse des villages, ce serait un petit peu compliqué et qu'il faudrait donner du corps à ces fusions, sinon n'aurait été que des créations administratives. Et le législateur avait décidé que lorsque les communautés de communes se seraient créées, les communes leur transféreraient des compétences du quotidien, des compétences visibles, ont ainsi été transférées aux premières communautés de communes, et des écoles de musique, des piscines, des stades. Et dans certaines zones qui étaient dépourvues d'écoles de musique ou de piscines, tout d'un coup, on a vu, par la grâce de la mutualisation, arriver des piscines ou des écoles de musique, et les habitants et les habitantes se sont dit, finalement, c'est bien de s'allier avec le voisin. Et bien, pour les communes nouvelles, il faut faire la même chose. Ce n'est pas ce qui a été fait à Avranches et Saint-Martin-des-Champs. Je regrette d'entendre le maire de Saint-Martin-des-Champs dire dans la presse, il y a quelques semaines, au bout d'un an, rien n'a changé, c'est que tout est réussi. Dans ce cas-là, ça ne servait à rien de faire la fusion. Si on fusionne les communes, c'est pour apporter plus de services à la population, et pas simplement pour obtenir un boni dans les dotations de l'État, parce que ce boni, il ne dure que 3 ans.
Les services visibles, eh bien, j'en ai parlé tout à l'heure, ce pourrait être la mise en commun d'un système de transport, un système de bus. Ce pourrait être, par exemple, la police municipale pluricommunale. Ce pourrait être tout simplement la mutualisation des services techniques. Ce pourrait être aussi des projets plus structurants dont nous pourrons reparler au long du mandat. C'est en tout cas ce que nous avons indiqué à plusieurs élus candidats des communes voisines que nous avons rencontrés. C'est comme cela que nous tendons ensemble, non pas simplement vers le grand Avranches, mais vers un ensemble communal cohérent et fonctionnel au service des habitantes et des habitants et au service de nos territoires. Je vais m'arrêter ici sur le projet parce que je voudrais que nous puissions avoir un échange, un véritable échange. Je voudrais simplement vous dire que ce projet que nous vous présentons aujourd'hui, c'est un projet travaillé. Depuis le mois de septembre, semaine après semaine, nous l'avons pensé collectivement et enrichi progressivement. Ce projet que nous vous présentons aujourd'hui est un projet incarné. Toutes et tous, nous sommes engagés au cœur de notre ville. Toutes et tous, nous y vivons et les propositions que nous faisons sont issues de notre propre expérience. Ce projet que nous vous présentons aujourd'hui est un projet réaliste. Il répond aux besoins de notre territoire et aux attentes de ses habitants, avec qui nous discutons chaque jour depuis plus d'un mois. Il n'est pas la justification d'un bilan, il n'est pas la justification d'un retour, il est un projet de changement et de renouveau, parce que c'est ce que vous nous demandez depuis plusieurs semaines. Nous sommes le changement, nous sommes le renouveau. Dimanche, faites-nous confiance, et pendant 6 ans, ensemble, construisons Avranches Saint-Martin-des-Champs. Et maintenant, la parole est à vous. Quelqu'un va sortir le micro. Bonjour à tous, je voudrais me présenter déjà, je suis Madame Julie Muller, je suis représentante du personnel de la ville d'Avranches. Donc, bienvenue ici. Mais nous avons un droit de réserve, comme vous le savez, et donc les questions vont être un peu invasives pour le moment. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais vous interroger par rapport à la fonction publique territoriale, et pas que territoriale d'ailleurs, sur la fermeture des structures impôts, postes, santé, et également le tribunal. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait se faire, ce que vous avez envie de faire pour lutter contre toutes ces fermetures qui sont pour moi indispensables à la vie, qu'on se lève dès le matin, on a besoin de crèche, et jusqu'au soir au coucher, on a besoin de la fonction publique. Également, j'ai une deuxième question. Le point d'indice des territoriaux, j'entends bien, je suis complètement d'accord avec vous, sur le fait que les agents municipaux sont importants. Moi, mes collègues, je suis dans le public, donc ça la convient. De plus en plus, on est pressé comme des citants. De plus en plus, il y a des bâtiments, je suis d'accord avec vous, qui tombent en confiture et qui n'ont pas été restaurés depuis très longtemps. Les moyens ne sont peut-être pas là, les moyens humains non plus, les moyens qualitatifs de certains agents, on leur demande de plus en plus de polyvalence. Parfois, des personnes qui ont été nommées parce que c'est des copains, et qui n'ont pas les compétences pour la gestion des équipes. C'est très important, à mon avis. Et donc, du coup, on se retrouve avec un dysfonctionnement, enfin, vous verrez si vous avez. Il y a du boulot. Moi, je pense que voilà, je ne veux pas. Enfin, nous qui sommes sur le terrain, on voit ce qui se passe. Alors après, quand vous nous dites oui, on va faire appeler les agents, on va leur demander leur avis. Là, on l'a déjà fait. Donc,
vous avez dit, il n'y a pas de souci, vous serez là, on vous demandera ce qui se passe, ce que vous en pensez, etc. Ce n'est pas le cas depuis, enfin moi ça fait 20 ans, donc ça fait 20 ans que j'entends le même discours. Après, moi je crois, parce que à la limite c'est pas mal, il y a une nouvelle équipe, vous êtes tous jeunes, il y a des chefs d'entreprise, il y a un peu de... Enfin là je pense que c'est pas trop mal. Après on verra sur le terrain. Maintenant, moi je parle pour le monde. Mais en même temps, je suis citoyen de la branche, j'habite à Branche, je paye des impôts beaucoup à Branche. C'est vrai que les écoles à Branche, moi je trouve ça très bien. Mes enfants sont grands maintenant, moi je suis grand, je trouve aussi les petits-enfants. Mais il y a aussi ce qui manque à Branche, moi je vois. Moi je travaille au foyer des jeunes travailleurs et je crois que ce qui manque sur Branche, c'est que nos enfants partent tous à la fac quand on prenne. Et il n'y a pas assez de structure pour accueillir également pour le J, ici sur Branche, les BTS et place. On privilégie au retrait la section foot. Donc, j'ai noté 5 sujets, mais là, mais on discutera. Très intéressant. Deux mots sur la défense des services publics. Bien sûr, la défense des services publics, on ne peut pas être contre la suppression des services publics, particulièrement en campagne électorale. Mais je ne vais pas non plus vous promettre la lune, on sait très bien que le dialogue avec l'État est compliqué depuis des années, tout gouvernement confondu, parce qu'il y a des économies qui sont faites, qu'on retire progressivement des services publics de nos zones moins peuplées pour les remettre dans les villes. Voilà. Alors, je crois qu'il faut effectivement se mobiliser toutes et tous, peut-être pas faire trop de politique de ce côté-là. À un moment que les élus, les syndicats, la population travaillent main dans la main, on sait très bien quand il y a une mobilisation unie et que tout le monde est en train de s'opposer à telle ou telle mesure, on peut arriver à corriger les choses. Maintenant, on a vu la suppression du tribunal, on a vu la suppression de certains services, on sait très bien que le mouvement est compliqué à contrarier. Ensuite, on peut aussi anticiper les choses, réfléchir un petit peu à ce qui pourrait nous tomber sur le point de nez dans les années qui viennent, et essayer de faire en sorte de renforcer certains services. On a cette réflexion au sein du conseil départemental avec les collèges. On sait très bien que dans les années qui viennent, les choses seront compliquées parce qu'il y a une baisse de la démographie scolaire. On essaie d'anticiper, on essaie de regarder ce que l'on peut faire pour maintenir un maillage, comme partout dans la vie. Il ne faut pas attendre que la catastrophe arrive, il ne faut pas attendre que l'incendie de la maison soit entièrement au feu pour commencer à éteindre l'incendie. C'est avant. Il faut mieux prévenir que guérir. Pour cela, effectivement, il faut avoir un dialogue cohérent les uns avec les autres. Mais, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est en campagne électorale qu'on va promettre la lune, qu'on va promettre ce que les uns ou les autres veulent entendre. Je sais très bien que la défense du service public dans des zones comme la nôtre, elle est compliquée. Elle est très compliquée. N'empêche qu'il y a quand même des choses à faire. Sur le personnel municipal, voilà, vous avez votre devoir de réserve, vous avez passé un ou deux messages. Il y a aussi des gens qu'on a pu rencontrer, il y a aussi des choses que l'on constate. Nous sommes les uns et les autres parfaitement convaincus qu'il faut apporter plus de considération au personnel municipal, parce que ce n'est pas une simple variable d'ajustement. Alors c'est vrai que si on regarde plutôt simple le budget, on prend le chapitre 012 qui est celui du personnel, et bien si on serre la vis, et effectivement on va diminuer les dépenses de fonctionnement, on va augmenter l'excédent de fonctionnement, et on va pouvoir augmenter la capacité d'investissement. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, il y a peut-être de longues années, peut-être que les collectivités n'étaient pas gérées tout à fait comme il le fallait. Ça fait quand même assez longtemps qu'on entend que les municipalités successives, ici ou ailleurs, dans d'autres collectivités, ont resserré un peu les choses. Moi, j'ai plutôt le sentiment, pour être élu notamment au sein de la collectivité départementale, que les fonctionnaires territoriaux bossent, qu'ils bossent convenablement, qu'ils ont une expertise, qu'ils ont une motivation dans leur boulot, respectons-les, évidemment. Quand on pressure, les gens sont malheureux, il y a des arrêts de travail. Quand on désorganise pour faire des économies, eh bien, le service est moins rendu. Et au final, c'est bien un service public, c'est bien un service rendu à la population. Ça ne sert à rien d'avoir de gros engagements de campagne si derrière, on n'a personne pour les appliquer.
On va pas régler ça de coups de cuillère à eau. En revanche, je l'avais dit, il y a des compétences sur notre liste. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises. Donc oui, une collectivité territoriale ne se gère pas comme une simple entreprise. En revanche, il faut avoir un regard pertinent. Aussi des gens qui travaillent dans notre police, dans des secteurs assez particuliers, qui travaillent dans des secteurs où l'emploi n'est pas forcément très simple, il y a des contraintes compliquées. J'ai envie de vous dire, faites-nous confiance, c'est un petit peu plus que ça. On a commencé quand même sérieusement à réfléchir aux choses et à voir des services qui pourraient être réorganisés. Nous avons parlé des jeunes qui s'en vont, effectivement, du déficit de filières et des coûts de post-bac. Oui, bien sûr. Avant, je passe une vie universitaire. Nous sommes entre Rennes et Caen. Nous avons la chance d'avoir des BTS, malgré tout. C'est très bien, on ne peut pas avoir toutes les filières possibles. Il faut quand même avoir un dialogue avec l'éducation nationale, le public comme le privé, pour renforcer ces filières. Et puis, au-delà de ça, il faut aussi renforcer la formation professionnelle, la formation continue, la formation tout au long de la vie. C'est probablement ça le plus important aujourd'hui. Il y a des gens à Avranches qui ont besoin de travailler. On a un taux de chômage relativement bas, pas forcément parce qu'il y a énormément d'emplois à Avranches, mais aussi parce qu'on a peut-être. On a une population qui est vieillissante. J'ai le malheur de dire ça lors du débat il y a quelques jours. Je suis cité par des adversaires de liste. Je les invite à aller regarder les chiffres. Moi, il se trouve que je les connais. On a dans le dimanche une population qui donc un nombre d'actifs qui diminue. Et donc, mathématiquement, un taux de chômage qui est assez bas. Il y a quand même des gens qui cherchent du travail. Il y a quand même des entreprises qui ont besoin d'embaucher, qui peinent à embaucher. La formation tout au long de la vie, c'est quelque chose d'important. On peut travailler avec la région, on peut travailler avec le département. Il y a beaucoup de choses à faire. Et là aussi, il faut avoir un dialogue apaisé pour avoir sur place des structures de formation pour pouvoir adapter la main-d'œuvre locale aux besoins des entreprises locales. C'était la télévision et la HK. Qui s'était placé également à Genève. Car je connaissais très bien, peut-être que je l'avoue, il était très lié avec la Réunion. Il était venu au moment de la chute. À partir de ça, il y a eu la génération de télévision. Maintenant, je vous disais, avant, c'est pas plutôt la fondation. Si on recevait le sommet, mais je voudrais proposer le déplacement de Madame Carola Scuder, ministre de la Culture des Pays-Bas, en vue d'échanger les jeux de la culture français et hollandais. J'ai surtout c'est une proposition très intéressante. C'est qu'il y a encore beaucoup d'intérêt à ce qui se passe en Hollande, ce que je lui dis avec ce pays, effectivement l'agriculture et notamment les techniques modernes, l'agriculture hollandaise. Pourquoi pas, ça pourrait être très intéressant, mais c'est assez long à organiser ce genre de déplacement. Alors, le temps que ça puisse se mettre en place sur un thème encore ministre, c'est une autre question, nous n'en sommes pas sûrs. Moi, ça va bien, là. Y a-t-il d'autres sujets que vous voulez voir abordés, ou est-ce qu'on vous a tout dit? Oh, j'ai peine à y croire, quand même. Bonsoir, moi c'est Cécile, de Boulevard Foch. J'ai un gros problème avec les chats errants. Il se trouvait jusqu'à 10 chats errants dans mon jardin, ne plus pouvoir ouvrir les fenêtres de mon jardin de chez moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire?
Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Il faudrait vérifier ce que les textes nous autorisent à faire. Je pense qu'il est possible de mettre en place une politique de stérilisation des chats errants. Les abattre et les chasser, je pense que c'est un petit peu compliqué. En tout cas, les capturer. Derrière se pose la question du refuge, de l'euthanasie derrière. En tout cas, à minima, effectivement, une politique de stérilisation des chats errants, de capture. Il y a un refuge qui est géré par l'association Passerelle, qui va être installé au Grand Célan, et aussi avec la capacité dont ils disposent. J'ai la police municipale qui est déjà venue à la maison, parce que moi, ils viennent à 6 h du matin, là où je vais. Et eux, ils sont arrivés à 9 h, ils n'ont pas eu de chat. Donc, ils ont dit qu'ils sont là. Alors justement, on propose de redéfinir les heures de la police municipale, parce qu'on est bien conscient que sur ce genre de problème, alors j'allais dire les petites incivilités, celles-ci, on est pas une, parce qu'on va pas accuser les chats d'incivilité, ils sont sauvages, ils font ce qu'ils veulent, mais sur d'autres choses, en lien avec des animaux, notamment sur des choses qu'on peut voir traîner sur les trottoirs laissés par les chiens domestiques cette fois-ci, ça se fait effectivement à des heures où personne n'est là pour le constater. On va peut-être pas mettre des patrouilles de police municipale tous les matins à 6 h, en tout cas faire en sorte qu'effectivement certains faits puissent être constatés en dehors des horaires actuels du service, ça me paraît une priorité, c'est aussi pour ça qu'on veut redéfinir et les missions et les horaires de la police municipale pour pouvoir constater ce genre de choses. En l'occurrence, voilà, il n'y a pas d'auteur responsable, mais pour d'autres choses, il y en a des auteurs responsables et ce serait bien de pouvoir les identifier à des heures où aujourd'hui il n'y a pas de policiers municipaux sur le terrain. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur un point de votre programme. Au niveau, vous parlez en fait de réserver des voies vertes aux piétons et aux vélos. Je voulais savoir concrètement comment vous voulez mettre ça en place. On considère, c'est vrai que voilà, nous avons parlé dans d'autres réunions, différents points que nous avions annoncés, que nous devions mettre en place, c'est plutôt concentré tout le temps sur les mesures immédiates, là on est sur travail à plus long terme, même s'il y aura une action immédiate. On considère que la vie de la branche a évolué depuis de longues années, l'urbanisme a évolué, les quartiers sont apparus, la branche Saint-Martin-des-Champs. Parallèlement, les modes de déplacement ont évolué, une moindre place, un moins d'usage de la voiture, un retour de plus en plus important au vélo classique, un vélo à assistance électrique aussi. En matière de protection de l'environnement n'est pas idéal, mais qui en tout cas en matière de mobilité est de plus en plus utilisé. Donc il convient de réadapter la ville à ces modes de déplacement. Nous avons plusieurs mesures. La première est une mesure globale, c'est la révision du plan de circulation. Le plan de circulation, c'est le mode d'emploi de la ville, c'est la manière d'organiser les différents flux de circulation automobiles, cyclistes, pédestres, à travers différents axes que nous pourrions mettre en place, des axes réservés à la circulation pédestre, des axes réservés à la circulation cyclable. Ça, c'est un travail à mener à moyen ou à long terme. Immédiatement, nous considérons qu'il ne serait pas si compliqué que cela de réadapter une partie de la voirie à la circulation cycliste. Il y a des choses qui peuvent se faire à peu de frais et assez rapidement. Pas tout, bien sûr. On sait très bien que réserver une part plus importante de telles chaussées à la circulation cyclable et restreindre d'autant, avec d'autant celle de la voiture, ça peut se faire facilement sur une ligne droite, il n'y a aucun souci. Quand on arrive à un carrefour, c'est un petit peu plus compliqué, mais là aussi on peut arriver à faire. Quand on arrive sur un rond-point, là ça devient compliqué. Là, effectivement, ça réclame des aménagements beaucoup plus complexes. Je pense à la place Patton, par exemple. Il y a effectivement des voies cyclables. Très objectivement, elle est extrêmement dangereuse, la place Patton. On sait très bien que ce n'est pas un simple claquement de doigts qu'on va améliorer les choses. Il faut repenser, là, on a des investissements. En tout cas, immédiatement, nous mettrons en place un plan pluriannuel de mise en accessibilité. Le terme n'est pas exact, hein, mais de facilitation de la circulation cycliste sur la ville de la branche, en concertation aussi avec les associations qui s'en occupent, puis en concertation avec les habitants et les habitantes, parce que c'est bien finalement avec les gens qui pratiquent qu'il faut faire les choses, pas forcément avec des cabinets spécialisés.
parfois très onéreux et tout à fait éloigné de la réalité du terrain. Il y a des gens qui connaissent bien leur ville, qui la pratiquent à vélo, c'est aussi avec eux qu'il faut discuter. Sur un sujet équivalent, nous avions hier une dame charmante qui se déplace avec des cannes, qui est venue nous dire, dans une réunion que nous tenions à la résidence Saint-Gervais, qu'il voulait installer des bancs dans la ville d'Avranches. Et elle a parfaitement raison. On ne fait pas la une des journaux, on ne vend pas de rêve, comme on dit, en annonçant dans un programme municipal qu'on va installer des bancs, et pourtant, on rendrait service au quotidien à très nombreux habitants de la ville en installant des bancs dans la ville d'Avranches. Il se trouve que l'Avranches, ça monte ou ça descend, ça dépend dans quel sens on va. Généralement, il faut pouvoir se reposer, que l'on soit en situation de perte d'autonomie parce que l'on est âgé, parce que l'on est malade, parce que l'on a des enfants avec soi. C'est pas très compliqué, c'est pas très cher d'installer des bancs. Encore faut-il que les bancs soient convenablement choisis. Et ça se choisit pas sur un catalogue. Les bancs, s'ils sont jolis, c'est bien. S'ils sont confortables, c'est encore mieux. Et s'ils sont pas trop profonds pour qu'on puisse se relever quand on a des problèmes de dos, c'est parfait. Voilà. Tout ça, c'est du bon sens. Ce ne sont pas non plus des sommes folles, ça on peut arriver à faire assez facilement. Là aussi, on tout simplement ce qu'on appelle les diagnostics en marchant, en se déplaçant dans la ville d'Avranches. C'est pas sur un plan avec un cabinet spécialisé qu'on met ce genre de choses en place. C'est avec du bon sens et c'est en discutant avec les habitants pour savoir ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin et ceux qui pourraient leur rendre service au quotidien. Il y a une question. Bien rapproché. Ça, c'est un sujet extrêmement compliqué. Je ne vais pas faire de démagogie sur ce sujet, comme certains peuvent en faire en disant on a des mécaniques, ne vous inquiétez pas, quand nous on va arriver ou quand moi je vais revenir, les gens du voyage vont partir. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Les collectivités sont particulièrement démunies face aux gens du voyage. La loi n'est pas forcément à leur avantage, ne les aide pas, et surtout l'État ne vient pas les aider. Très concrètement, le préfet accorde très rarement le concours de la force publique pour venir déloger les gens du voyage, y compris lorsqu'ils occupent de manière illégale des terrains publics. Parfois, ils sont installés sur des terrains privés. Là, les choses sont encore plus complexes. Il faut qu'il y ait un dialogue raisonnable entre élus, entre collectivités, au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Michel-Normandie pour réinstaller des zones d'accueil. C'est ce que veut la loi, c'est comme ça. S'il y a des zones d'accueil qui sont contraints d'y aller, s'ils n'y vont pas, ils se mettent hors la loi, et on peut espérer que dans ces conditions-là, l'État vienne nous aider à les expulser. Même si le recours à la force publique, il est malgré tout assez illusoire, même lorsque les zones sont installées. Donc vraiment, je ne vais pas rouler des mécaniques là-dessus, je ne vais pas vous dire qu'on va laver plus blanc que blanc et demain on va avoir gratis, on sait que ça restera compliqué. Il n'empêche que des mesures préventives peuvent être mises en place, notamment un dialogue avec les propriétaires privés pour effectivement empêcher certains ou certaines qui peuvent être tentés de mettre à disposition un terrain moyennant finance et pas forcément tout à fait déclaré, et puis aussi faire un diagnostic de la voirie, de l'urbanisme, pour savoir quel terrain mériterait d'être sécurisé pour les empêcher d'arriver, tout simplement. Et puis parallèlement, parce qu'il faut quand même faire preuve d'humanité, on ne peut pas non plus laisser des gens qui sont dans des situations assez complexes, même si effectivement on peut dire que c'est eux qui l'ont choisi. Il y a quand même des familles qui sont un petit peu en bout de course, qui tournent un peu dans la région. On ne peut pas non plus laisser les gamins sur le bord des routes tout le temps, pour faire en sorte que des zones un petit peu plus nombreuses soient installées pour pouvoir les accueillir et puis tendre vers une sédentarisation progressive. Je ne voulais pas vraiment les expulser, c'était pas ça. La question était de savoir si, avec justement, vous voulez faire plusieurs choses avec les autres communes, vous allez à plusieurs communes pour essayer de faire quelque chose d'acceptable pour eux. Vous aurez famille, parce que pour l'instant, la vie de choses je crois qu'ils sont sur un terrain privé, en fait, à la base parisienne. Je crois qu'ils sont sur un terrain privé. Pour l'accueil des gens du voyage, il y a deux types d'aires. Il y a les aires d'accueil classiques comme celle qui est installée près de la base de Cadré, qui est une base,
une aire d'accueil pour, je crois, une vingtaine, une trentaine de caravanes maximum. Et là, c'est pour du stationnement de longue durée, on va dire. Et puis il y a ce qu'on appelle, alors ça on en a, bon, je ne mange pas assez, il y a ce qu'on appelle les aires de grand passage, qui sont réservées aux grands rassemblements, souvent les rassemblements évangéliques qui ont lieu pendant l'été. Ce sont deux populations totalement différentes, avec des modes de contact et des rapports avec les collectivités publiques qui sont très différents. Généralement, le grand passage, ce sont des gens qui sont quasi sédentarisés, qui sont installés, qui ont des entreprises, qui travaillent, qui ont souvent des maisons, la caravane est installée à côté, et qui pendant l'été vont partir pendant 2 semaines ou 3 semaines et qui ont besoin de se rassembler. Voilà. Ça, on n'a pas d'équipement de ce type dans le Sud-Manche, parce que les communes se renvoient un petit peu la patate chaude. Nous deux, il faudra bien qu'on arrive à faire quelque chose, mais ça ne résoudra pas le problème que vous évoquez, c'est que la passe pas visible. Là, on a des familles qui s'installent, voilà, et qui finalement gravitent autour de la branche, qui ne partent pas très loin. Ce sont des voyageurs, mais dans un faible périmètre, dans un périmètre restreint. Cela, voilà, à un moment, il faut des aires pour les accueillir, pour éviter qu'ils s'installent. Parce qu'une fois qu'ils sont installés quelque part, ça peut rester plusieurs mois, ils vont le faire. Et on sait très bien qu'il y a des désagréments très importants, il ne faut pas se voiler la face. C'est facile de le dire, effectivement, quand on n'est pas voisine de ces endroits-là, quand on habite à côté, on sait très bien qu'il y a des désagréments très importants. Le jardin des plantes. Le jardin des plantes, si vous voulez qu'on en parle, effectivement, on en parle du jardin des plantes, c'est un sujet qui nous tient à cœur, parce qu'on a fait des groupes de travail depuis le mois de septembre, on a passé en revue un petit peu les sujets sur lesquels on pouvait travailler, et nous avons été quelques-uns et quelques-unes à parler du jardin des plantes. Et d'autres dans le groupe nous ont dit, oui, mais attention, le jardin des plantes, ça passionne peut-être pas tout le monde. Alors on était un petit peu en retrait là-dessus, quand on a commencé à faire du porte-à-porte, quand on a commencé à s'aider chez les gens pour aller les voir, on a été extrêmement surpris de voir que tout le monde, presque, nous a parlé du jardin des plantes. Tout le monde, presque, nous a parlé du jardin des plantes pour regretter l'état dans lequel il se trouve. Alors moi, je ne vais pas parler du passé, on l'a fait pendant le débat qui a eu lieu ici. Il y en a un qui dit que c'est pas lui, c'est la tempête, il y en a un autre qui dit qu'il n'a pas fait, mais qu'il va faire. Bref, peu importe, rien n'a été fait ou ça a été mal fait, je ne sais pas, je ne vais pas juger. Moi, je vous dis simplement qu'il y a des choses relativement simples à faire assez rapidement pour redonner au jardin des plantes le lustre qu'elle avait autrefois et la place centrale qu'elle avait dans notre ville. Alors, rien, quelque chose de tout simple. Voilà, on est un certain nombre ici à avoir grandi à Avranches et à avoir le souvenir du fameux papillon qui avait à l'entrée du jardin des plantes. Oui, le papillon, effectivement, si on parle de ça, un architecte paysagiste parisien, ça va le faire doucement rigoler. Et ben nous, on aime bien ça parce qu'on a tous des souvenirs de communion, de départ en retraite ou de mariage, de photos qui ont été prises devant le papillon. Et écoutez, si les Avranchinaises et les Avranchinais et les gens qui font partie auront dit qu'on recrée le papillon, et bien recréons-le, j'arrive à le dire, voyons avec les services des espaces verts, peut-être la mosaïculture est-elle une pratique particulière, une compétence qui a disparu du service des espaces verts, je n'en sais rien, mais je suis persuadé qu'avec un petit peu d'engagement, un petit peu de motivation, on y arriverait. Et au-delà de ça, parce que le recréer le papillon, ça ne fonde pas un projet municipal, oui, effectivement, il faut se réintéresser au jardin des plantes, il faut le refleurir, il faut aussi le rendre plus accessible, il faut y réinstaller des bancs, il faut réaliser, réparer les jeux pour enfants, je les connais bien, les enfants qui étaient dans le fond de la salle tout à l'heure ont beaucoup amusé sur ces jeux pour enfants, les deux fois aujourd'hui, parce qu'ils ont grandi, mais aussi parce que les jeux sont dans un état qui n'est pas extraordinaire, et il n'y a pas que ceux du jardin des plantes, on pourrait parler de l'ensemble des jeux pour enfants de la ville, pas forcément ceux du centre-ville, il y en a qui ont été installés récemment, mais quand on va dans les quartiers périphériques, c'est le cas. Et puis, derrière tout ça, refleurir le jardin des plantes, mais aussi, parce que nous sommes dans le XXIe siècle, de redonner un rôle nouveau de pédagogie, notamment en matière de protection de l'environnement, de participation à la population, un espace extraordinaire dans le centre-ville. On a la chance d'avoir un service des espaces verts de grande qualité, et bien voilà, travaillons avec les écoles, travaillons avec les collèges, travaillons avec les fonctionnaires municipaux, et on réussira ensemble, collectivement, à redonner au jardin des plantes la place centrale qu'il n'aurait jamais dû perdre dans notre cité. Je parlais de l'entretien des jeux pour enfants, ça aussi c'est quelque chose de récurrent. Dans les quartiers où nous sommes passés, on nous a dit, mais regardez l'état des jeux, regardez là, ici, autrefois il y avait quelque chose, ça a été démonté il n'y a pas longtemps parce que c'est pas entretenu. Franchement, c'est pas quelque chose qui coûte très cher d'entretenir convenablement
les espaces de jeu pour enfants, les espaces publics. Et quand on se quitte de citoyenneté, quand on vit dans une ville de taille réduite comme Avranches et que l'on prône de bien vivre ensemble, eh bien commençons par entretenir des espaces communs, commençons par entretenir les espaces partagés, et ça démarre avec les jeux pour enfants. On ne va pas inscrire dans notre programme un plan pluriannuel de réhabilitation des écoles de jeux pour enfants, et pourtant c'est ce que l'on va faire. Ce ne sont pas des sommes extraordinaires, mais là aussi, quand on n'entretient pas au jour le jour, au bout d'un moment les choses se cassent, et quand les choses sont cassées, on les démonte. C'est vraiment bien dommage. Il y a des choses à faire, particulièrement dans les quartiers périphériques. Et j'en profite pour faire une digression sur le traitement des quartiers périphériques, parce que nous sommes dans le centre-ville d'Avranches, mais Avranches, ça n'est pas que centre-ville. Avranches, ça n'est pas que centre-ville. Saint-Martin-des-Champs, c'est aujourd'hui 10 000 habitants. Il y a le centre-ville, il y a les étages, je parlais de Saint-Étienne, je parlais de Congenel, avec les quartiers dits périphériques. Je pense à Molière, je pense à la Tour-Faudière. La Tour-Faudière, c'est entre 1300 et 1500 habitants. Quand on discute avec les habitants et les habitantes, ils nous disent, mais depuis 6 ans, qu'est-ce qui a été fait chez nous? Pas grand-chose. À part l'allée et les Arpentins, il y a une plaque en bois qui a été installée. Pour le reste, peu de choses ont été faites. Et effectivement, quand on regarde de manière plus précise, on se rend compte que peu de choses ont été faites. Il y a eu des choses dans le centre-ville. Et c'est bien, parce que c'est aussi un petit peu la vitrine de la ville. Et quand les touristes viennent, c'est ça qu'ils vont voir en premier. Et il n'empêche que l'attractivité, c'est pas simplement faire venir des touristes. L'attractivité, c'est aussi bien vivre au quotidien. Et bien vivre au quotidien, c'est pas que le centre-ville, c'est aussi les quartiers. Quand je dis ça à l'équipe actuelle, le dialogue est un petit peu compliqué, mais il suffit de regarder les chiffres. Avec Jean-Luc Leroy, nous avons regardé les documents qui ont été soumis à l'examen du conseil municipal lors du débat d'orientation budgétaire. Et on a pu voir que dans les dépenses d'investissement qui ont été inscrites, pour le quartier Tour-Faudière, c'est 500 habitants, il y avait 40 000 €. Pour la rue Pomme d'Or, et peut-être 11 habitants, en centre-ville, il y avait 200 000 €. Alors c'est un raccourci, comme tous les raccourcis, on peut les critiquer, mais il n'empêche que les chiffres ont un sens. 40 000 € pour 500 habitants au budget 2020, 200 000 € pour 11 habitants au budget 2020 en centre-ville. On voit bien qu'il y a des disparités de traitement extrêmement importantes entre le centre-ville et la périphérie, et que ce n'est pas normal, et qu'en tout cas, depuis des semaines et des semaines, c'est bien ce que l'on nous voit quand on va sonner chez les gens, en porte-à-porte, et que l'on demande aux habitants et aux habitantes comment ça se passe chez eux. C'est un choix politique. Notre choix politique ne sera pas celui-ci, mais nous rétablirons les choses. C'est un engagement que l'on prend de devoir. Bonsoir, Jean-Claude Hermonnet, Avranches. Je m'interroge sur les candidats de Saint-Martin-des-Champs. Saint-Martin-des-Champs, sur votre liste, est représenté par 8 personnes. Oui. Vos adversaires, il y a 9 et 13 personnes. Pourquoi une telle différence dans la représentation de Saint-Martin-des-Champs? Nos concurrents, monsieur Hermonnet, c'est pas la guerre. Vos adversaires, excusez-moi. Oui, attention, vous avez choisi l'adversaire, moi je parlerai de concurrents. C'est vrai que certains se comportent comme des adversaires, vous avez raison. Peut-être que connaissez-vous mieux que vous ne connaissez vous, et que forcément, vous parlez d'adversaire parce que vous savez comment ils se comportent. Bref, peu importe. Alors oui, 8, 9, 13, 14, 15, écoutez, on n'a pas fait une répartition mathématique, ça n'aurait aucun sens. En revanche, nous avons effectivement 8 candidates, ces candidats de Saint-Martin-des-Champs, que nous avons placés assez haut sur la liste, parce qu'il y a aussi une question de répartition. Ceux que l'on met à la fin, on sait qu'ils ne seront pas élus. Donc on peut, à bon compte, améliorer les choses en disant, regardez, on en a 13, même si on sait qu'il y en a qui ne seront pas élus. Donc 10 candidates et candidats sont placés, je crois, jusqu'à la 24e place, donc en position éligible. Et puis surtout, nos candidates et nos candidats à nous, ce sont des nouvelles et des nouveaux. Ce sont des gens qui s'engagent, qui ont fait le choix de s'engager. Ce ne sont pas celles et ceux qui ont voté la commune nouvelle. J'en ai dit 2 mots tout à l'heure, sans consulter la population. Moi, j'ai un petit peu de mal à les entendre lorsqu'ils viennent redire qu'ils vont pratiquer la démocratie participative. Quand on ne l'a pas fait depuis 6 ans, on est un petit peu modeste et on ne vient pas dire qu'on va le faire alors qu'on ne l'a pas fait depuis 6 ans. Voilà ma réponse. La répartition mathématique, ça n'a aucun sens. C'est du maquillage électoraliste. C'est pour faire bien le temps d'élection. Nous, on a 8 candidates et 8 candidats qui sont impliqués dans la vie associative, qui sont impliqués dans la vie sociale, qui sont impliqués dans la vie professionnelle à Saint-Martin-des-Champs et qui s'engagent pour leur commune. Et surtout, on n'avance pas à masquer. On vous dit
qui sera le binôme qui mènera les affaires et le dialogue avec la population de Saint-Martin-des-Champs, parce que c'est bien ça le plus important. Renouer le dialogue avec la population, on le fait depuis des semaines et des semaines, on sait qui en a besoin. Bonsoir. Vous évoquiez tout à l'heure, il y a pas 30 secondes, justement cette notion de démocratie participative, et je voulais savoir comment vous pensiez animer cette démocratie participative au sein de votre éventuellement futur mandat. Alors sur quel plan? Parce que j'en ai parlé déjà. Je vous ai dit déjà qu'on va nommer des élus référents de quartier. Ça c'est la base. Alors, on va nommer des élus référents de quartier. C'est pas très compliqué, c'est une mesure de bon sens. On sera 35. Peut-être pas tout à fait, parce que voilà, on voit bien que certains n'accepteront pas d'être dans la minorité, mais continueront à se comporter en opposition, alors ils ne voudront pas travailler avec nous. En tout cas, nous, on part à 35, on considère qu'on aura 35 élus dans le conseil municipal, et qu'on pourra mener un dialogue direct avec les habitants. Des élus référents quartier qui ne sont pas forcément d'ailleurs des habitants du quartier, mais même mieux pas, parce qu'au moins on ne pourra pas les accuser de favoritisme et de faire attention à leurs voisins ou à leurs voisines ou à leurs propres affaires. Des élus référents quartier et puis des permanences régulières sur le terrain. C'est pas très compliqué, c'est une simple mesure de bon sens. C'est ce que l'on a fait, les uns et les autres, à travers les réunions de quartier depuis le début de cette campagne. Il suffit de continuer à le faire. Alors c'est bien, ce que tu vas me dire, Olivier. Tu vas me dire, oui, dans les réunions de quartier, les gens ne viennent pas. C'est vrai, et ils viennent quand même un petit peu. Là, chez nous, ils sont venus. Alors, je vais soit terminer, s'il te plaît. Les gens vont venir, et puis, on ne va pas en faire tous les 2 mois, ça n'aurait pas de sens. On ne va pas en faire tous les 3 ans non plus, parce que organiser un bilan du mandat à la salle de Hugo pour dire, regardez ce qu'on a fait, c'est fantastique, ça n'a pas de sens. On va en faire régulièrement des permanences, avec le maire, avec les adjoints et avec les élus. On sait très bien que de réunion en réunion, il y aura de plus en plus de gens à venir. C'est de plus en plus de gens à venir. C'est en tout cas notre condition. Et la condition, c'est qu'au bout de 6 ans, la pratique du dialogue se soit mise en place. Ça, c'est la première chose. Et à partir de là, on peut parler de tous les sujets. Alors, je te laisse arriver à la deuxième partie de ta question, parce que je sais bien où est le piège, et je sais que tu vas y arriver. Alors, moi, je n'ai pas l'intention de piéger. On peut se tutoyer, vous qu'on se connaît plus très très longtemps. C'est juste le principe. C'est juste le principe. Parce que j'arrive effectivement sans masque, j'ai pas de. C'est juste effectivement ce principe, cette marotte de démocratie participative qu'affichent tous les politiques aujourd'hui. Alors souvent par dogmatisme ou peut-être idéal politique, hein, puisque c'est bien la base de la politique, c'est l'échange effectivement au sein de la population. Pour autant, dans les faits, l'animation, la mise en place effectivement de ce que vous proposez est intéressant. Maintenant, vous allez automatiquement, vous le savez, c'est déjà le cas au sein d'un conseil municipal, générer de la satisfaction. Vous allez apporter effectivement une oreille aux demandes des administrés, mais à un moment ou l'autre, il faut effectivement statuer. Et c'est là où, à un moment ou l'autre, qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? Est-ce que vous serez effectivement, c'est juste un recueil des doléances de chacun, là, c'est fait depuis effectivement très longtemps, ou il y a une suite derrière? Alors, je crois qu'on l'a expliqué ce soir, on veut mettre en place, on va se donner les moyens, effectivement, qu'il y a une suite derrière. La démocratie participative, appelle ça dogmatisme, ou appelle ça comme tu veux, effectivement, on y croit, il y a des gens qui le pratiquent. Je parlais de Barenton, de la concertation citoyenne de Césaire Simeni, et cette toile-là, il y en a d'autres qui font à travers les associations, on y croit. Ensuite, bien évidemment, ça peut rester un dogmatisme, ça peut rester une annonce de campagne, comme ça a été le cas ici, on peut essayer de mettre en place des choses concrètement. Et encore une fois, on ne vend pas du rêve, on ne promet pas tout et n'importe quoi, on dit très concrètement ce qu'on va faire, on va commencer modestement, encore une fois, la modestie, ça n'exclut pas l'ambition. Notre ambition, c'est d'amorcer le fond, c'est d'amorcer les choses, c'est de mettre en place un dialogue. Donc commençons sur des choses très simples, avec des élus de référents de quartier, avec des permanences régulières des élus, et avec des budgets participatifs de quartier. Encore une fois, on ne promet ni 200 000, ni 300 000, ni 500 000 euros. On ne dit pas qu'on a inventé les budgets participatifs, on dit simplement qu'on propose une méthode avant de proposer des enveloppes budgétaires. Ce ne sont pas des promesses électoralistes.
On sait très bien, je l'ai dit, et je parle en toute honnêteté, qu'on n'arrivera pas à le faire dans tous les quartiers, c'est-à-dire des endroits où ça ne marchera pas, on n'arrivera pas à le faire tous les ans, mais notre ambition, si modeste soit-elle, c'est d'amorcer la pompe, c'est de mettre en place les choses. Ça se fait dans des communes petites, ça se fait dans des communes plus importantes, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à le faire avant. Simplement, je te rejoins là-dessus, il ne faut pas de dogmatisme, il faut mettre un petit peu de côté la communication politique, il faut surtout pousser les manches, il faut se creuser la tête, et il faut essayer de mettre ça en place. Je suis persuadé qu'on va y arriver. Je suis persuadé qu'on va y arriver. Et puis, on peut prolonger, parce que je sais que la question va arriver, sur les grandes orientations du programme. Et effectivement, on a un vrai souci à Saint-Martin-des-Champs, avec une absence de consultation pour la constitution de la commune nouvelle. Moi, je vais établir les choses aussi. On va plus demander un référendum. Je n'ai jamais demandé un référendum. On sait très bien que le référendum en France, ça ne fonctionne pas. Les gens répondent rarement à la question qui leur est posée. Les gens répondent rarement à la question qui leur est posée. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, à un moment, les élus doivent revendiquer la possibilité de générer une insatisfaction, parce que choisir, c'est forcément faire des mécontents. Mais il faut choisir dans le sens de l'intérêt général, et ça ne se fait pas dans un bureau, dans le secret d'un bureau, enfermé entre élus. Ça se fait aussi en consultant la population. Avant, c'est une petite ville, Saint-Martin était une encore plus petite ville, c'était pas très compliqué d'aller à la rencontre des gens et de voir comment les choses se passaient, et à minima d'expliquer, et pas simplement d'organiser une réunion quelques jours avant le vote des élus, pour dire, voilà, c'est comme ça que ça va se passer, vous n'avez plus le choix. Comme ça a pu se passer pour le projet de la place Carnot, où tout est décidé, et on convoque la population en disant, voilà, à la marge, on pourrait peut-être déplacer un arbre et choisir la couleur de telle jardinière, ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, ne parlons pas de démocratie participative. Effectivement, les élus de la municipalité actuelle ont raison. Ils ont toute légitimité pour agir. C'est la loi qui leur donne la légitimité. Nous leur avons, vous et tous, même si nous n'avons pas voté pour eux, donné mandat de nous représenter et gérer les affaires de la ville. Ils peuvent donc faire ce qu'ils veulent. Mais dans ce cas-là, on ne va pas parler de démocratie participative. Quand on vient parler de concertation, c'est d'ailleurs le mot que nous utilisons nous, on n'a pas celui de démocratie participative, de concertation, c'est-à-dire de partage de la décision, eh bien, je crois qu'il y a des choses à mettre en place relativement simples dans un territoire modeste comme le nôtre, où on a encore, heureusement, la possibilité de se parler et de se connaître, et même en réunion publique, et même en citoyen, parce qu'effectivement, on se connaît depuis longtemps. Vous voyez qu'on n'est quand même pas non plus à l'exercice politicien, parce que c'est la première fois qu'il m'applaudissent ce soir. Je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, démocratie participative. Alors c'est vrai que c'est un mot qu'on entend partout, des élus référents. Alors j'espère que ça ne se passera pas comme ça se passe actuellement, c'est-à-dire que s'il y a un élu référent, je dis n'importe quoi, par Foch, tiens, madame machin, il y a son chat qui traîne, il m'embête, vous avez les services techniques, ils interviennent tout de suite, sinon ça ne va plus du tout. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que maintenant, quand je vous disais tout à l'heure que les services techniques étaient pressés comme des citrons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un sac poubelle qui traîne rue Madame Machin parce qu'elle est copine avec Monsieur Machin, il faut le retirer dans l'instant T. Donc ça fonctionne comme ça précisément parce qu'il n'y a pas d'élu référent. Voilà. Là, on va aussi avancer masqué, on va avancer de manière honnête, on va avancer de manière transparente avec des élus référents. Bien évidemment, on n'est pas là pour assurer les services techniques, il y a aussi des décisions à prendre, des réorganisations à faire pour effectivement pouvoir remettre des gens sur le terrain. On n'est pas fou, on sait très bien qu'on ne va pas remettre n'importe quoi, il ne suffira pas de claquer des doigts pour que les gens interviennent. Je vous l'ai dit, ce projet est réaliste. Il est réaliste notamment parce que l'on sait et que l'on mesure la difficulté. Nous sommes quelques-uns à avoir été élus. Nous avons des conseillers municipaux, d'anciens conseillers municipaux, moi-même conseiller départemental. Je sais ce que c'est que de prendre des décisions publiques et de les mettre en application. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, c'est compliqué. Il y a une inertie importante. Mais
encore une fois, si on ne s'y met pas, si on ne commence pas les choses, on n'y arrivera jamais, en tout cas, de volonté et la gare d'arriver à faire que les choses se passent mieux, d'améliorer. Nous en sommes convaincus, sinon nous ne serions pas tous et tous devant vous ce soir. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux référents de quartier. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les référents de quartier ne soient pas justement issus du quartier en question, pour éviter tout ce qui est copinage, etc. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, ça. De façon à ce que sur les 35 élus, effectivement, chacun puisse avoir un quartier. Éventuellement, s'il ne le connaît pas, justement, il ne peut pas y avoir ce genre de, entre guillemets, de problème de copinage. Écoutez. Et je partage mon titre comme ça. Je n'utilise pas les cumule les micros, mais je partage. Y a-t-il d'autres sujets que vous voulez voir abordés? Vous savez, le match de foot est terminé maintenant. Autant qu'on prolonge la soirée, hein, c'est fichu. Je connais le score. C'est un accord enregistré, non? Je peux le dire. SGN. Certains sur la bouche, je me dis qu'on peut le voir. C'est une idée, on va le faire. Je prends ma grosse voix, c'est pas la peine. Je t'avais interpellé plutôt. Je t'avais interpellé sur ce plan de programme qui était l'augmentation des places de parking au sein de la ville d'Avranches. Point qui m'a un peu surpris, puisque c'était un peu un paradoxe par rapport à d'autres axes du programme qui étaient justement à la rigueur d'accentuer l'accès au vélo et aux piétons. Pourquoi? Pourquoi vouloir augmenter le nombre de stationnements, de places de stationnement sur la ville d'Avranches en fait? C'est pas antinomique. Hein. Alors si quand on habite dans le centre-ville, ça peut paraître antinomique. Quand on habite dans les quartiers périphériques, c'est pas antinomique. On peut en développer des voies vertes, des voies cyclables, des places de parking. Si on veut d'abord préserver l'attractivité commerciale d'Avranches, il faut que les gens qui habitent un peu loin d'Avranches, à 10 ou 15 km, et la zone chalandise d'Avranches est large, puissent continuer à bien se stationner dans Avranches. Clairement. Et puis même, quand on habite en bas d'Avranches, effectivement, on peut se déplacer à vélo, mais tout le monde ne le fait pas. Il faut donc pouvoir continuer à venir se garer dans Avranches. Alors, j'entends ce que dit le maire actuel, alors qu'il avait commencé, je crois, à 1600 places de parking, on est arrivé à 2000, et puis la dernière intervention que j'ai pu lire, on est arrivé à 2500. Voilà, moi je ne sais pas, les places de parking à Avranches, je ne les ai pas comptées. Je sais parce que c'est ma pratique, je sais parce qu'on en parle avec les habitants et les habitants, qu'il y a un problème de stationnement dans Avranches. Et pourtant, il y a des parkings qui sont vides, on est bien d'accord. Mais il n'empêche qu'il y a un problème de stationnement dans Avranches qui ne paraît pas raisonnable de diminuer le nombre de places de parking, comme ça va être fait sur la place Carnot. Je sais que tu vas me dire que le maire dit qu'il n'en supprime pas, moi je sais qu'ils en suppriment. Voilà, il faut regarder la réalité des choses, il y a des places de parking qui sont supprimées. Très clairement, 1 500 000 € pour supprimer des places de parking en centre-ville, ça n'a à mon avis aucun sens. Ça n'a à mon avis aucun sens. Il faut recréer des places de parking en centre-ville, il faut redéfinir le plan de circulation, le parking en fait partie. De la Constitution, est-ce qu'il est raisonnable d'avoir des voitures qui stationnent pendant la journée entière? Je pense que non. Et les commerçants nous réclament aussi d'avoir un flux régulier sur la rue de la Constitution, avec de plus en plus de places d'arrêt assez courts, 10, 15, 20, 30 minutes. Voilà, tout ça est une réflexion globale, mais nous sommes persuadés qu'il faut créer des places de parking dans le centre-ville. Il ne faut pas en créer des centaines, il faut en créer, il faut réorganiser les choses, il faut réorganiser les flux. On ne pourra pas se passer de la voiture à Avranches. On ne pourra pas se passer de la voiture à Avranches. Probablement en hypercentre, il faut-il moins, mais il n'empêche qu'il faut pouvoir continuer à venir dans Avranches, sauf à organiser des parkings en périphérie, des systèmes de bus. Nous sommes modestes, hein, si déjà on arrive à mettre en place un système de transport non individuel à Avranches, ce sera bien. Avant de desservir en flux direct et cadencé des parkings périphériques, on n'y est pas encore. On verra ça pour plus tard. Des questions?
Alors moi, je voudrais vous dire un dernier mot sur un petit point de programme qu'on aime beaucoup. On termine toujours nos réunions par celui-ci. Nous nous engageons à travailler, à obtenir le label Apicité pour la ville d'Avranches. API comme apiculture, cité comme la ville. Alors, c'est pas la tête de notre programme, c'est pas le point le plus important, mais ça nous tient à cœur parce que ce label Apicité nous plaît énormément. C'est un label qui vient récompenser et qui vient distinguer les villes et les collectivités engagées dans une politique de préservation des pollinisateurs sauvages, c'est-à-dire des abeilles. Pourquoi il nous plaît le fait qu'on aime bien les abeilles? Parce que c'est aussi un excellent exemple de ce que l'on peut faire pour la préservation de l'environnement, et que la préservation de l'environnement, la transition écologique, c'est pas forcément modifier totalement nos comportements. C'est aussi parfois des mesures de bon sens. Le label Apicité, il de la ville d'Avranches et des fleuris. Avranches est labellisé par le comité départemental de fleurissement, la ville avec 3 ou 4 fleurs, parce que c'est une ville fleurisse. C'est très bien. Le label Apicité, c'est la même chose, mais avec simplement quelque chose d'un petit peu réorganisé. C'est pas simplement fleurir la ville, c'est aussi la fleurir pour préserver les abeilles. C'est bien la preuve qu'avec un peu de bon sens et un petit peu de réflexion, on peut arriver à continuer à vivre très agréablement dans notre territoire et en même temps préserver l'environnement. Et cette manière de faire, c'est aussi celle que l'on veut appliquer au quotidien dans la gestion de la ville d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs. Si vous nous faites confiance dans la gestion au quotidien et aussi dans la préparation de l'avenir, parce que être élu, ce n'est pas simplement gérer les affaires quotidiennes, c'est aussi et surtout engager son territoire pour l'avenir. C'est ce que nous ferons avec vous, en concertation, pendant 6 ans, si vous nous faites confiance. Le 15 mars, votez, faites voter, nous sommes le changement et le renouveau. Faites-nous confiance et ensemble, construisons Avranches Saint-Martin. Merci à tous et à tous. Et maintenant,